Salam alaikum. On a un nouveau cours qui sera consacré à la question d'élaboration et d'adoption du projet de la loi de finances. Donc, d'une manière concrète, les pouvoirs exécutifs et législatifs, c'est-à-dire le gouvernement et le Parlement, se partagent les rôles et les missions dans le processus budgétaire. Bien sûr, cela d'après un cadre juridique et un calendrier défini par la Constitution et la loi organique des finances. Dans ce cadre-là, le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, est chargé de la préparation du projet de loi de finances et par la suite de son exécution, tandis que le pouvoir législatif a pour mission la discussion et l'adoption de ces projets par le vote de la loi de finances initiale, ou le budget de l'année, et ensuite le suivi et le contrôle de l'exécution à travers le vote de la loi de règlement. Donc cette loi qu'on a déjà vu quand on a étudié les types de lois de finances qui sont en ordre de trois: la loi de finances de l'année, ou la loi de finances initiale, les lois de finances rectificatives et la loi de règlement. Donc je reviens à dire que le budget est l'instrument le plus important mis à la disposition du gouvernement qui lui permet d'atteindre les objectifs de développement adoptés. Donc il constitue une traduction financière des orientations des pouvoirs publics, comme on a déjà dit. Gouverner, c'est dépenser. Ainsi, le budget reflète ou nous donne une idée sur la politique économique et sociale du pays, les priorités arrêtées au regard des financements mobilisés et l'effort financier de l'État dans la gestion des affaires publiques et l'exécution des politiques sectorielles. Donc, pour ce qui est du processus d'élaboration du projet de la loi de finances, donc on va voir la procédure d'élaboration. Donc, au Maroc, comme dans la plupart des pays du monde, la préparation du budget est une affaire du gouvernement. Comme j'ai déjà dit, les tâches sont partagées entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Donc l'élaboration et la préparation du projet du budget, c'est l'affaire est l'affaire du gouvernement. Donc, autrement dit, l'élaboration du projet de loi de finances est une prérogative de l'exécutif, c'est-à-dire du gouvernement. Donc, il ne peut pas faire l'objet d'une loi d'initiative parlementaire. C'est toujours un projet de loi et non pas une proposition de loi. Élaborer un budget, c'est avant tout faire des choix, comme on a déjà dit, selon une échelle de priorité. Donc, élaborer un budget, c'est avant tout faire un choix de nature économique et sociale. Et la préparation du document budgétaire résulte d'actes politiques nécessitant l'implication du gouvernement tout entier. Donc, tous les départements ministériels collaborent dans cet effort de la préparation ou de l'élaboration du projet de la loi de finances. Mais le ministère des Finances reste l'acteur principal dans cette affaire. Donc, préparer le budget, c'est préparer le programme de l'action gouvernementale pour une année, et cela, bien sûr, en prenant en compte le contexte socio-économique. Mais on ne veut pas l'ignorer. On a évoqué ça quand on a parlé de la programmation budgétaire triennale. Donc, dans cette programmation du budget, on doit toujours prendre en compte le contexte socio-économique, les objectifs adoptés par le gouvernement, les moyens
les moyens qu'on a ou dont on dispose, et surtout les contraintes économiques, sociales, financières, auxquelles peut se heurter la politique du gouvernement. Donc, on prend en considération tous ces facteurs pour la préparation du projet de loi de finances. Donc, comme j'ai déjà dit, le ministère des Finances, c'est lui qui joue le rôle principal. C'est lui qui se trouve au centre de la procédure d'élaboration de la loi de finances. Et en revenant au texte, donc conformément à l'article 46 de la loi organique 173 relative à la loi de finances, le ministre chargé des Finances prépare sous l'autorité du chef du gouvernement. Donc, on souligne, sous l'autorité du chef du gouvernement, les projets de loi de finances. Donc, d'après l'article 46 de la loi 173 relative à la loi de finances, c'est le ministère chargé des Finances qui prépare, mais sous l'autorité du chef du gouvernement, les projets de loi de finances. Donc, sur le plan pratique, le processus d'élaboration peut être divisé en 3 étapes. Qui sont la programmation, la consultation et la troisième, c'est l'élaboration et l'arbitrage. Donc, commençons par la première étape, qui est la programmation. Donc, pour la phase de la programmation, on doit retenir 3 dates. Donc, dans la phase de la programmation, on doit retenir 3 dates. La première, avant le 15 mars de l'année N-1. Donc, comme j'ai déjà dit, selon le principe de l'antériorité, le budget de l'année se prépare toujours à l'année N-1 pour qu'il soit opérationnel le 1er janvier de l'année budgétaire. Donc, avant le 15 mars de l'année N-1, le chef du gouvernement invite chaque année, au plus tard le 15 mars, le maximum, au plus tard le 15 mars, par circulaire, les ordonnateurs, donc en principe sont les ministres, à établir leurs propositions de programmation budgétaire triennale, assorties des objectifs et des indicateurs de performance. On a déjà expliqué la programmation budgétaire triennale, c'est-à-dire une programmation glissante sur 3 ans. Donc la programmation budgétaire triennale s'inscrit dans un cadre glissant, c'est-à-dire que les données, on a déjà dit ça, les données de la première année correspondent à celles du projet de loi de finances de l'année. Mais les données afférentes aux 2 années suivantes sont indicatives, sont à titre indicatif et révisées annuellement. Par exemple, on prend l'année par exemple l'année 2016. Donc, pendant l'année 2016, on élabore la programmation budgétaire triennale 2017-2019. En 2017, on élabore la programmation budgétaire triennale 2018-2020. Donc, j'ai dit, les ordonnateurs sont invités chaque année à établir la proposition de programmation budgétaire triennale. Et cette programmation budgétaire triennale doit être assortie des objectifs et des indicateurs de performance. Les indicateurs de performance sont en nombre de 3 également. Donc, on a premièrement les indicateurs d'efficacité socio-économique. Je répète, premièrement, on a les indicateurs d'efficacité socio-économique qui traduisent la recherche de l'intérêt général, répondent aux besoins des citoyens. Donc, ils sont mesurés par le rapport entre le résultat obtenu et le résultat prévu. Donc, les indicateurs d'efficacité socio-économique sont mesurés par le rapport entre le résultat obtenu et le résultat prévu.
Deuxième indicateur, ou le deuxième point, sont les indicateurs de qualité de service. Ces indicateurs mesurent l'amélioration de la qualité de la prestation délivrée aux usagers des services publics. Troisièmement, les troisième indicateur sont les indicateurs d'efficience qui portent sur l'économie des moyens mis en œuvre dans la réalisation des activités de l'administration. C'est-à-dire, ils peuvent être mesurés par le rapport entre les résultats et les moyens utilisés. Donc, les premiers indicateurs, les indicateurs d'efficacité sont mesurés par le rapport entre le résultat obtenu et le résultat prévu. Et pour les troisièmes indicateurs, ils sont mesurés par le rapport entre les résultats et les moyens utilisés. C'est pour ça qu'on parle des indicateurs d'efficience. La deuxième date, la première date, on a dit avant le 15 mars. La deuxième date, avant le 15 mai de l'année N-1. Donc, la première date avant le 15 mars, la deuxième date avant le 15 mai de l'année N-1. Donc, les dites propositions sont examinées avant le 15 mai en commission de programmation et de performance. Cette commission regroupe, premièrement, les représentants des services du ministère chargé des Finances, on a dit c'est l'acteur principal, et ceux des départements ministériels ou des institutions concernées. Donc ça, c'est la deuxième date, avant le 15 mai de l'année N-1. Troisième date, avant le 15 juillet de l'année N-1. Donc, avant le 15 juillet de l'année N-1, le ministre chargé des Finances, premièrement, expose avant le 15 juillet de chaque année, en conseil du gouvernement, donc non pas en conseil des ministres, en conseil du gouvernement, l'état d'avancement de l'exécution de la loi de finances en cours. Deuxièmement, il présente la programmation triennale des ressources et des charges de l'État. Et troisièmement, les grandes lignes du projet de loi de finances de l'année suivante. C'est le projet le projet du budget de la future année. Donc, la première phase, c'est la phase, comme j'ai dit, la phase de programmation. Et là, j'ai insisté sur les trois dates qu'on doit retenir. La deuxième phase, c'est la phase de consultation. Donc, consultation avec le Parlement, bien sûr. Donc là, le ministre chargé des Finances expose aux commissions des finances au niveau du Parlement, avant le 31 juillet, le cadre général de préparation du projet de loi de finances de l'année suivante. Donc je répète, la phase de consultation, le ministre chargé des Finances expose aux commissions des finances du Parlement, avant le 31 juillet, le cadre général de préparation du projet de la loi de finances de l'année suivante. La troisième phase, c'est la phase d'élaboration et d'arbitrage pendant les mois de septembre et octobre de l'année N-1. Également là, on a trois étapes. La première étape, c'est les propositions. Donc les propositions ainsi que les dispositions à insérer dans le projet de loi de finances doivent parvenir au ministère chargé des Finances en vue d'arrêter les projets de budget des départements ministériels ou des différentes institutions. Et cela selon les modalités et le calendrier fixé par la circulaire du chef du gouvernement. Donc, premièrement, on a les propositions. Deuxièmement, on a la commission budgétaire et arbitrage. Donc, une fois le budget de reconduction terminée, c'est-à-dire c'est une méthode budgétaire qui consiste essentiellement à reconduire le budget de l'exercice précédent sur le nouvel exercice en y apportant les ajustements nécessaires. Donc, une fois le budget de reconduction terminé, s'engage une phase de négociation qui est de nature purement technique entre les ministères dépensiers et
la direction du budget au niveau du ministère des Finances. Bien sûr, une partie importante de ces négociations porte sur les économies budgétaires envisagées, c'est-à-dire la baisse des charges. Donc, l'effort principal dans ces négociations se base sur la baisse des charges, sur l'économie budgétaire. Donc, le but de ces négociations, bien sûr, c'est de trouver un terrain d'entente sur les questions de désaccord entre les départements ministériels, les différents départements ministériels d'une part, et le ministère des Finances. Donc, comme j'ai dit, le but, c'est de trouver un terrain d'entente sur les questions de désaccord. Dans le cas contraire, c'est-à-dire dans le cas où le désaccord persiste, donc, premièrement, les litiges sont portés au niveau des deux ministres. Donc, c'est-à-dire, on pose, c'est-à-dire le problème au niveau des deux ministres, c'est-à-dire le ministre des Finances et le ministre chargé du département ministériel concerné. Donc, les litiges sont portés au niveau de ces deux ministres. Si le désaccord persiste encore, donc là, la question peut faire objet d'une procédure d'arbitrage au niveau du chef du gouvernement. C'est-à-dire la question peut être le chef du gouvernement peut être saisi de ce problème et c'est lui qui va trancher, c'est lui qui va faire son arbitrage en dernier lieu pour donner la solution, pour trouver la solution à ce litige qui existe entre le ministère des Finances et un certain département ministériel. Donc je répète, donc là, pendant ces négociations qui s'engagent entre le ministère des Finances et les différents départements ministériels, donc l'effort principal là se base sur la baisse des charges, sur ce qu'on appelle l'économie budgétaire. Donc, le but de ces négociations, bien sûr, c'est d'essayer de trouver un terrain d'entente entre le ministère des Finances et le département ministériel concerné sur les questions de désaccord. Si le désaccord persiste, donc là, ou bien le litige sera porté au niveau des deux ministres pour trouver une solution, sinon on peut demander l'arbitrage du chef du gouvernement pour trouver une solution à ce litige qui existe entre le ministère des Finances et un certain département ministériel. Donc ainsi, on peut dire que les projets de budget sont souvent le résultat d'un compromis entre les crédits demandés par les départements ministériels et les dotations proposées par le ministère des Finances. Donc je répète, les projets de budget sont souvent le résultat d'un compromis. On a dit chercher toujours un terrain d'entente. Donc un compromis entre les crédits demandés par les départements ministériels et les dotations proposées par le ministère des Finances. C'est pour ça qu'on a dit les négociations portent essentiellement sur les économies budgétaires, c'est-à-dire sur la baisse des charges. Donc, le budget, c'est en quelque sorte le résultat d'un compromis entre les crédits demandés par les différents départements ministériels et les dotations proposées par le ministère des Finances. Le troisième point, c'est la préparation du projet de loi de finances. Donc, une fois le plafond des dépenses arrêté, bien sûr en accord avec la direction du budget, c'est-à-dire d'après la phase précédente, c'est la phase de négociation.
Donc, on procède à l'établissement de la morasse budgétaire, c'est-à-dire la version initiale du projet de budget. Donc, la morasse budgétaire, c'est la version initiale du projet du budget, et cela bien sûr en tenant en compte les réajustements et les modifications demandées. Donc le premier point, c'est celui-là. Le deuxième, c'est cette morasse budgétaire ainsi revue et transmise à la direction du budget. Donc la morasse budgétaire est transmise à la direction du budget. Au niveau de cette direction, on procède au montage du projet de loi de finances et des documents annexes. Après, on passe à l'examen et à l'approbation par le Conseil du gouvernement, présidé par le chef du gouvernement, et la préparation de la version A qui va être soumise au Conseil des ministres. Donc, on prépare, on approuve au niveau du Conseil des gouvernements ce projet et on prépare la version qu'on va soumettre au Conseil des ministres, présidé bien sûr par le roi. Ainsi, on passe à l'étape suivante qui est l'examen et l'approbation par le Conseil des ministres. Et l'édition par l'imprimeur officiel de ce projet de loi de finances qui va être transmis au Parlement accompagné des différents rapports. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire sur la procédure d'élaboration du projet de la loi de finances, et on va passer maintenant à la procédure de vote de la loi de finances. Donc, pour cette procédure de vote, premièrement, on va revenir à la Constitution, et exactement l'article 75. Donc, l'article 75 de la Constitution stipule que le Parlement vote la loi de finances déposée par priorité devant la Chambre des représentants. Donc, le projet est déposé par priorité devant la Chambre des représentants. Parce qu'on a un Parlement bicaméral, c'est-à-dire formé de deux chambres. On a la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Donc, le projet est déposé par priorité devant la Chambre des représentants, dans les conditions prévues par une loi organique, ce qui est la loi organique des finances. La loi 133 qu'on a déjà évoquée pas mal de fois dans les cours précédents. Celle-ci détermine la nature des informations, c'est-à-dire elle détaille. Donc la Constitution ne veut pas détailler. Il donne les grands axes, les grandes lignes, et les détails, c'est l'affaire de la loi organique. Donc cette loi organique va déterminer la nature, les informations, les documents à donner, les documents et les données nécessaires pour enrichir les débats parlementaires sur le projet de loi de finances. Toujours dans le cadre de l'article 75, le Parlement vote une seule fois les dépenses d'investissement nécessaires dans le domaine du développement à la réalisation des plans de développement stratégique et des programmes pluriannuels. Donc, quand on a étudié le principe de l'annualité, on a parlé de ces projets d'investissement dont la réalisation demande une durée qui dépasse une année, et par conséquent, on déroge à la règle, et on a parlé des autorisations de programmes ou de projets et des crédits de paiement. Donc là, on a expliqué ce point quand on a étudié le principe de l'annualité. Donc, je répète, dans le domaine du développement, à la réalisation des plans de développement stratégique et des programmes pluriannuels établis par le gouvernement qui en informe le Parlement, donc, c'est-à-dire les autorisations de programme et d'engagement. Les dépenses ainsi approuvées sont reconduites automatiquement pendant la durée de ces plans et programmes. Aussi, ce point-là a été expliqué quand on a étudié le principe de l'annualité budgétaire. Donc, seul le gouvernement est habilité à déposer des projets de loi tendant à modifier les dépenses approuvées dans le cadre précité. Donc, il s'agit des lois de finances rectificatives. Donc, on a
étudiés, on a vu ça, on les a expliqués d'une manière assez claire et assez détaillée. Donc là, c'est le gouvernement qui est habilité à déposer des projets de loi qui tendent à modifier les dépenses approuvées dans le cadre précité, mais ces lois de finances, comme on a déjà vu, obéissent à la même procédure que la loi de finances initiale. Donc, ils sont préparés par le gouvernement, mais ils ne peuvent être exécutés qu'après avoir l'autorisation du Parlement. On est toujours dans le cadre de l'article 75 de la Constitution. Si à la fin de l'année budgétaire, la loi de finances n'est pas votée ou n'est pas promulguée en raison de sa soumission à l'accord constitutionnel en application de l'article 132 de la présente Constitution, le gouvernement ouvre par décret les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission en fonction des propositions. En fonction des propositions, de ce qui est proposé dans le projet de loi de finances en question. Donc, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation. Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les concernant, à l'exception toutefois des recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Bien, ça c'est tout à fait normal. Quant à celles pour lesquelles le dit projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé. C'est tout à fait normal. Donc c'est le contenu de l'article 75 qui dessine une partie de la procédure du vote de la loi, du projet de loi de finances. Aussi, on a l'article 77, c'est-à-dire qui concerne cette procédure. Donc, l'article 77 stipule que le Parlement et le gouvernement veillent à la préservation de l'équilibre des finances de l'État. Donc, on a déjà étudié le principe de l'équilibre budgétaire. C'est-à-dire le concept, sa signification, dans le cadre de la conception classique des finances publiques et dans le cadre de la conception moderne des finances publiques. Donc, la préservation de l'équilibre des finances de l'État, le gouvernement peut opposer de manière motivée l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement formulé par les membres du Parlement lorsque leur adoption aurait pour conséquence par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Donc, lors de l'étude du projet de loi de finances, les parlementaires peuvent présenter des propositions, mais le gouvernement peut rejeter ces propositions ou peut y s'opposer dans le cas où ces propositions vont dans le sens de diminuer les ressources publiques ou bien de créer ou d'aggraver une charge publique. Donc, l'article 77, c'est comme un droit de veto mis à la disposition du gouvernement pour, c'est-à-dire rejeter toute proposition qui va dans le sens ou bien de diminuer les ressources de l'État ou bien de créer une charge publique ou d'aggraver une charge qui existe déjà. Donc, on a deux articles de la Constitution qui ont une relation avec la procédure du vote de la loi de finances qui détermine une bonne partie de cette procédure. Le reste est laissé à la loi organique 133 relative à la loi de finances. Et vraiment, si on revient à le premier alinéa de l'article 75 de la Constitution que j'ai déjà cité, donc il dit il stipule que le Parlement vote la loi de finances déposée par priorité devant la Chambre des représentants dans les conditions prévues par une loi organique. Cette loi organique, bien sûr, c'est la loi 133 relative à la loi de finances.
Donc, on va voir la procédure dans le cadre, la procédure budgétaire dans le cadre de la loi 133. Donc, premièrement, selon cette loi organique, le ministre chargé des Finances expose aux commissions des finances du Parlement avant le 31 juillet le cadre général de préparation du projet de loi de finances de l'année suivante. C'est l'article 41, alinéa 1. Le projet de loi de finances de l'année est déposé sur le bureau de la Chambre des représentants. On a déjà, cette idée a été déjà évoquée, ce n'est pas priorité. Donc, devant la Chambre des représentants, au plus tard, donc là, on détermine les dates. Au plus tard, le 20 octobre de l'année budgétaire en cours. Il est immédiatement soumis à l'examen de la commission chargée des finances de la Chambre des représentants. La Chambre des représentants se prononce sur le projet de loi de finances de l'année dans un délai de 30 jours, suivant la date de son dépôt. Donc, comme j'ai déjà dit, le dépôt de ce projet doit être fait au plus tard le 20 octobre de l'année budgétaire en cours. Et la Chambre des représentants dispose d'un délai de 30 jours pour donner son avis sur ce projet de loi de finances. Dès le vote du projet ou à l'expiration du délai prévu, le gouvernement saisit la Chambre des conseillers. Donc, dès le vote du projet ou à l'expiration du délai. Donc, si le délai de 30 jours est expiré, on ne va pas encore attendre. Automatiquement, le gouvernement va saisir la Chambre des conseillers du texte adopté ou du texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par la Chambre des représentants et acceptés par lui. Donc, la première étape, c'est l'étude du projet de loi par la Chambre des représentants. La deuxième, c'est l'étude du projet de loi par la Chambre des conseillers. Mais la Chambre des conseillers se prononce sur le projet dans un délai de 22 jours. Donc là, vous voyez la différence. La Chambre des représentants dispose d'un délai de 30 jours. Mais la Chambre des conseillers ne dispose que de 22 jours pour se prononcer, d'un délai de 22 jours pour se prononcer sur ce projet de loi de finances. Donc la Chambre des représentants examine les amendements votés par la Chambre des conseillers. Donc le budget, une fois étudié au niveau de la Chambre des conseillers, va revenir à la Chambre des représentants. Donc la Chambre des représentants examine les amendements votés par la Chambre des conseillers et adopte en dernier ressort le projet de loi de finances dans un délai n'excédant pas 6 jours. Donc, dans la dernière étape, dans la première étape, la Chambre des représentants dispose de 30 jours, la Chambre des conseillers dispose de 22 jours, et pour la Chambre des conseillers, c'est-à-dire dans l'étape finale, il ne dispose que de 6 jours pour adopter ou pour trancher ou donner son avis définitif sur le projet de loi de finances. Donc la Chambre des représentants examine les amendements votés par la Chambre des conseillers et adopte en dernier ressort le projet de loi. Donc le dernier mot revient à la Chambre des représentants. C'est pour ça que le texte dit adopte en dernier ressort le projet de loi de finances dans un délai n'excédant pas 6 jours. L'article 50 reprend les mêmes dispositions de l'article 75 de la Constitution concernant le cas où la loi de finances de l'année n'est pas votée au 31 décembre. On a connu cette situation avec le gouvernement Benkira la dernière année, c'est-à-dire où le chef du gouvernement proposé n'est pas arrivé à former son gouvernement, et par conséquent, il n'y avait pas de coalition, c'est-à-dire une majorité parlementaire, ce qui fait que le budget n'a pas
pu être voté au 31 décembre comme prévu. C'est pour ça que qu'on a eu recours à l'article 50 de la loi organique des finances qui stipule que la loi de finances de l'année, si la loi de finances de l'année n'est pas votée le 31 décembre, et c'est-à-dire les mêmes dispositions de l'article 75. Donc il ajoute la disposition suivante dans son dernier alinéa. Il est mis fin des dits décrets dès l'entrée en vigueur de la loi de finances. Donc je vais revenir à l'article 75 pour nuancer cette idée. Donc l'article 75 stipule que si à la fin de l'année budgétaire la loi de finances n'est pas votée ou n'est pas promulguée en raison de sa soumission à la Cour constitutionnelle en application de l'article 132 de la présente Constitution, le gouvernement ouvre par décret les crédits nécessaires à la marche des services publics. Comme vous savez, les services publics doivent présenter leurs prestations d'une manière continue. C'est parmi les grands principes du service public. Donc, il ouvre par décret les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation. La loi organique des finances dans son article 50 reprend les mêmes dispositions, mais il ajoute la disposition suivante. Il est mis fin des dits décrets dès l'entrée en vigueur de la loi de finances. Une fois la loi de finances est votée, une date qui vient après le 1er janvier de l'année budgétaire concernée. Donc, une fois le budget, la loi de finances est votée, automatiquement, il est mis fin des dits décrets et on procède à l'exécution du budget selon les dispositions de la loi de finances qui vient d'être votée. Donc, ainsi, on arrive au dernier point qui concerne le vote ou l'adoption du projet de loi de finances. Donc, je vais m'arrêter à ce point-là et je vais reprendre dans le cours suivant dans lequel on va étudier le dernier chapitre qui est l'exécution du budget. Donc on a étudié l'élaboration et le vote. Donc bien sûr ce qui reste c'est l'exécution du budget. Donc cette question ou ce point ou ce chapitre on va le voir dans le prochain cours, Inch'Allah. Donc je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite bon courage, bonne chance et à la prochaine fois, Inch'Allah.